des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, la deuxième partie de la synagogue des Chassidim de Belz. Alors, nous avons laissé hier le premier rabbi de Belz, le Rav Shalom Rokarm de Belz, et nous allons retrouver donc son cinquième fils, Rabbi Yoshua Rokear, qui lui succède à la tête de cette dynastie de Chassidim qui est en plein essor. Alors, lui, il est né, ce Rav Yoshua Rokear, est né en 1825 et il était surtout renommé pour sa phénoménale connaissance de la Torah. Il était aussi connu pour avoir un esprit très très agile et on raconte cette histoire est célèbre chez les Chassidim de Belz, qu'un jour un chassid est venu le voir et lui a dit « S'il te plaît, Rabbi, aide-moi à mourir comme un juif ». Alors Rabbi Yoshua l'a regardé et lui a répondu « Tu fais la même demande que Bilam a fait. Bilam, qui était très méchant, a dit « Laissez-moi mourir de la mort du juste et laissez-moi avoir la même fin que lui. » Ceci est compréhensible, a-t-il dit, parce que Bilam était un goy et il voulait mourir comme un juif, mais toi, d'abord, tu ferais mieux d'essayer de vivre comme un juif, et le reste, c'est-à-dire ta mort, elle va venir tout naturellement. Il faut voir d'ailleurs que là, on raconte cette histoire, mais il faut voir que de temps en temps, tous ces Rabbanim avaient des fois affaire à des chassidim ou des chassidotes, si j'ose dire, qui n'étaient pas toujours très faciles. Et on raconte encore que une femme, est un jour venue voir le Belzer Rebbe et lui a dit, s'il te plaît Rebbe, prie pour moi. Prie pour moi, elle avait, peut-être des problèmes de santé ou des problèmes de parnassa ou des problèmes généraux. Elle lui a dit, prie pour moi. Alors le rabbi de Belz l'a regardé et lui a dit, est-ce que franchement tu crois vraiment à l'efficacité de ma prière? Est-ce que tu en es assez convaincu? Parce que pour que ça marche, il faut vraiment que tu en sois convaincu. Or la femme s'est pas du tout laissée démonter, elle a regardé le rabbi et elle lui dit, on trouve dans la Bible que à la mer Rouge, les Bnei Israël, le peuple juif, d'abord a été sauvé et ensuite il a cru en Akadosh Baruch Hu. Sous-entendant, fais d'abord le miracle et après moi j'y croirai. Alors on raconte que le rabbi s'est mis à rire et il lui a dit elle avait gagné et il lui a fait une prière tout à fait fervente pour lui. Ça, c'est les petites histoires. Ce qu'on sait, c'est que il était effectivement le deuxième rabbi de Belz, Rav Yoshua Rokear, était quelqu'un vraiment d'une stature très très imposante, que d'énormément de chassidim venaient, et que en fait, il a été le premier des rebbés, des chassidim, à s'engager en quelque sorte, si l'on peut dire, dans la politique. On a vu que le rabbi précédent et le rebbé précédent étaient effectivement très hostiles aux maskilim, mais dirons-nous, c'était une hostilité qu'il disait et dont il faisait part à ses supporters, si j'ose dire, à ses suivants. Tandis que Rav Yoshua, lui, a décidé de faire un pas plus en avant et il a formé quelque chose qui s'appelle une organisation qui s'appelait Marzikei Hadas, c'est-à-dire ceux qui soutiennent qui s'accrochent, si j'ose dire, à la date, à la religion. Et il a été ce Rav Yoshua Rokear à l'initiative de la première tentative d'organiser les Juifs orthodoxes ensemble pour avoir une réponse, dirons-nous, générale contre les attaques venues de l'extérieur, tant du côté des goïms que surtout du côté donc de tout ce qui était en train de dévier la tradition. La conférence fondatrice de Marzikei Hadas a eu lieu en 1879. Un journal, un bimensuel, a été donc publié suite à ça qui portait le même nom. Il a soutenu des candidats orthodoxes
pour les élections au Parlement australien et il a eu un succès quand même mitigé, mais néanmoins un Rav a été élu, c'était Rabbi Shimon Sofer, qui était le fils du fameux Khatam Sofer, qui de Cracovie. Et donc vraiment, il a mené toute cette lutte, une lutte tout à fait politique. Il a entraîné avec lui des grandes autorités de cette époque, justement pour mener cette lutte sur le front de la Haskalah. Et il a aussi, puisqu'on sait que parallèlement, lui était en Galicie, mais que en Hongrie, il y avait de gros problèmes, il a favorisé ce qu'on a appelé, dirons-nous, le détachement des communautés orthodoxes, des communautés libérales. Beaucoup de communautés en Hongrie étaient devenues des communautés, ce qu'on appelait plus ou moins libérales, et les orthodoxes voulaient faire sécession. Or, c'était un problème vis-à-vis du gouvernement qui finalement avait l'habitude de traiter avec un seul groupe de juifs et comprenait pas vraiment à quoi il avait affaire. Et le Rav Yoshua Rokar a beaucoup soutenu cette idée de sécession des orthodoxes hongrois. Et il a aussi donc les a soutenus. Il y avait eu c'est tout un chapitre de l'histoire du judaïsme. Il était très très présent au moment de cette lutte. Et on sait aussi, donc ça c'était tout son aspect politique qu'on a l'habitude de citer. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il était en correspondance avec tous les grands de l'époque et que ces réponses, ces tchouvot se retrouvent un peu partout et que comme son père, il a, entre autres, et ça on en vient à ce qui nous intéresse, il a continué la construction et l'extension du Beth de Midrash de Belz, et c'est donc devenu avec lui une tradition à Belz que chaque Rebbe vienne apporter sa contribution au Beth Midrash. Et on peut dire que il a aussi institué certains minhagim spéciaux. Ce qu'on peut dire, on va pas faire un détail trop grand puisqu'il faut passer tout de suite à son suivant. Il est mort en 1894 à l'âge de 69 ans et il lui a succédé un de ses fils, son deuxième fils qui s'appelait Rav Issachar Dov Rokeach.
Voilà, alors on en arrive donc au troisième rabbi de Belz, Rav Issachar Dov. Alors lui, il était connu dans son jeunesse par le nom de Ilouï de Tchernobyl, parce qu'il avait passé 10 ans dans cette place de la Rabbanout de Tchernobyl, où il s'était montré vraiment quelqu'un de très brillant. Ilouï, on peut traduire par le génie de Tchernobyl, parce que son côté brillant avait déjà apparu à tout le monde. Alors, il est venu donc au pouvoir, si j'ose dire, dans cette troisième place du Rabbanim des Rebbe de Belz, à la mort de son père en 1894. Alors, il a eu plusieurs choses, à part le fait qu'il était effectivement un grand Talmid Chacham. Alors que, dirons-nous, le Marziké Hadat était un peu tombé, enfin, allait plus très bien. Il a, entre autres, renouvelé cette organisation de Marziké Hadat. Il était quelqu'un comme ça de très agréable, de très gentil, et d'un autre côté, il était quelqu'un de très droit. Et donc, toujours, il disait ce qu'il pensait, et il attirait toujours à Belz énormément de gens. On dit que, par exemple, on avait l'habitude de dire que tout le monde, c'est-à-dire c'était une sorte de proverbe des Chassidim de Belz qui disait tout le monde va voyager à Belz, c'est-à-dire qu'en fait pour la Galicie il y avait des centaines et des milliers de Chassidim qui partaient à Belz. Et quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il est allé se réfugier dans plusieurs villes, dont Munkach, etc. Et puis en 1925, il est retourné vivre à Belz. Et il y a quelque chose de très drôle à raconter, enfin de très intéressant. Quand il est revenu à Belz, il a nommé quelqu'un qui s'appelait Yaakov le Maguide, c'est-à-dire celui qui raconte des histoires. Et ce Yaakov le Maguide était payé pour ne faire qu'une seule chose, c'était faire des reproches à son maître à des intervalles réguliers pour un peu faire redescendre son maître des hautes sphères dans lesquelles il aurait pu peut-être se perdre, vénéré par tous ses chassidim. Et on dit par exemple qu'un jour, alors qu'ils mangeaient ensemble, Yaakov le Maguide lui a dit c'est bien, le Rebbe est assis, il est en train de manger et il pense plus du tout à tous les gens dans le shtetl qui n'ont rien à manger. Et on raconte que immédiatement le Rav Issachar Dov a quitté la table, a abandonné son repas et est allé chercher de l'argent pour les pauvres. Il a aussi été le Belzer Rebbe, pas à l'origine, mais dirons-nous quand même a grandement contribué par sa bracha, c'est-à-dire sa bénédiction et à son encouragement, à quelque chose qui va changer le monde religieux, c'est-à-dire la création du réseau d'écoles pour filles des Bate Yaakov. On sait que c'est Sarah Schnierer, qui était une couturière polonaise, qui a eu cette idée, voyant que les filles perdaient un peu l'intérêt pour la Torah et se perdaient finalement. Elle a eu l'idée de créer ce réseau et qu'elle avait besoin d'un soutien, et ce soutien elle l'a trouvé parce qu'elle venait d'une famille de chassidim de Belz, elle l'a trouvé avec le Belzer Rebbe qui immédiatement lui a donné sa bénédiction, l'encourageant effectivement à se lancer dans cette grande aventure en 1917. Et on sait qu'aujourd'hui il y a des milliers de jeunes filles qui étudient à travers le monde dans ces séminaires des Bate Yaakov. Alors, il a donc continué et il est mort en 1925 et il a été enterré à Belz. Il lui a succédé, toujours, puisqu'il y a eu 5 rabbanim de Belz, son fils qui s'appelait Reb Harelé, qui était lui plus ce qu'on a appelé un mystique. C'est-à-dire qu'il était peut-être quelqu'un avec moins de poigne que son père, mais jouissait, dirons-nous, de la même vénération. Et ce qui lui est tragique, il est le dernier Rebbe de Belz à vivre à Belz. Parce que quand la Pologne est envahie par les Allemands, le Rebbe de Belz est déporté. En 1941, il est déporté à Cracovie, puis dans un petit ghetto en Galicie. Il a des chassidim, des fidèles qui se sacrifient et arrivent à le faire se sauver, et il va se réfugier en Hongrie en compagnie de son frère qui venait aussi du Kéterav dans une petite ville qui s'appelait Bilger, mais hélas, il ne peut sauver sa femme et ses enfants qui périront tués dans la Shoah. Alors, il vit une vie, entre guillemets, relativement tranquille en Hongrie, mais quand les événements commencent à se détériorer en Hongrie, qu'on sent que dirons-nous, l'arrivée des nazis est vraiment imminente, ses fidèles de nouveau, ses chassidim, arrivent à le faire se sauver
à l'époque en Palestine, en Eretz Israël, et c'est là qu'il va rester en compagnie de son frère. Alors, là, il va se remarier, mais il ne va pas avoir d'enfant. Néanmoins, il va reconstruire, se remettre à la reconstruction de la chassidoute de Belz. Il s'installe d'abord à Tel Aviv, mais c'est quand même à Jérusalem qu'il va fonder une yeshiva et une synagogue. C'est pas la synagogue dont on parle aujourd'hui, dont on a parlé et dont on va encore reparler, mais il va former des institutions de Belz dont il va poser la première pierre en 1954. Il va rejoindre les rangs d'un parti qui s'appelle l'Agudat Israël, mais il va pas avoir, il est assez vieux déjà, le Belzer Rebbe, il ne va pas avoir le temps de voir beaucoup son œuvre grandir parce qu'il va mourir en 1957 à l'âge de 79 ans. Il va mourir à Yerushalayim, et là se pose une question qui est une question que va se poser vont me poser pas mal de chassidoutes, dont la grande partie des gens sont morts pendant la Shoah. J'ai dit, le rabbi s'est remarié, le Rebbe de Belz s'est remarié, mais il n'a pas eu d'enfants. Sa femme et ses enfants sont morts en déportation. Se pose donc la question de la succession. Alors il faut se souvenir, j'ai dit, il s'est sauvé en compagnie de son frère. Son frère lui aussi s'est remarié et il a eu un enfant qui s'appelle comme son grand-père, Issachar Dov, qu'on appelle Berélé, mais qui est tout petit. On est en 1957 et Issachar Dov, Berélé, est né en 1948. Il a donc 9 ans et c'est un peu jeune pour prendre la succession dans une chassidoute comme celle de Belz. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle un intérim, le temps de voir comment va grandir le jeune Berélé, qui a l'air très bien, mais enfin qui est encore un peu petit pour qu'on sache si oui ou non il pourra prendre la succession. On raconte d'ailleurs d'une manière assez amusante chez les chassidim de Belz que sa mère ne souhaitait pas du tout que son fils devienne admour. Elle trouvait que c'était trop de travail et que c'était trop à porter sur des épaules que de devenir l'admour des chassidim de Belz. Néanmoins, Berélé va grandir. On va voir que il répond même tout à fait aux critères qu'il faut pour redevenir l'admour de Belz, et à l'âge de 15 ans, le jeune Berélé va donc prendre la direction de cette chassidoute de Belz qui est maintenant principalement en Israël, bien qu'on en trouve pas mal de chassidim à Anvers, où ils vont tous les ans faire les pèlerinages à Jérusalem, et sous l'impulsion de Berélé, la chassidoute de Belz va prendre un nouvel essor. Alors voilà, il y a le nouveau Rebbe qui arrive au pouvoir. Il est encore très jeune et ce Rebbe va assurer en quelque sorte l'essor de la chassidoute de Belz. Il va un peu se détacher, dirons-nous, de certaines institutions. Il va créer son propre réseau de cacheroute, son propre beddin. Il va se montrer, tout en étant hyper strict au niveau de la halakha, il va faire quelques innovations. Par exemple, on va le retrouver en train de visiter le musée de la diaspora à côté de Tel Aviv. Il connaît des gens qui sont pas du tout religieux avec lesquels il est photographié, et puis il établit des liens avec le monde entier, et effectivement il va remonter cette chassidoute de Belz qui reconnaît donc un essor nouveau implanté qu'elle est dans cette terre d'Israël. C'est donc lui qui va être à l'origine de ce projet, c'est-à-dire de reconstruire la synagogue de Belz telle qu'elle avait été. Et il faut savoir que c'est pas une petite chose, parce que je l'ai peut-être pas décrite hier, mais cette synagogue, elle était immense, elle avait à peu près la hauteur d'un immeuble de 8 étages, et c'était quelque chose de gigantesque. C'est donc lui
qui va renouer donc avec cette tradition des chassidim de Belz, dans cette construction et dans cette amélioration permanente de leur synagogue, et c'est grâce à lui donc qu'on a pu assister dans ces dernières années à la reconstitution de la synagogue de Belz et récemment à son inauguration. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est peut-être pour ça que nous allons terminer là-dessus, c'est que cette synagogue de Belz, qui ne sera pas la seule, parce qu'il y a d'autres synagogues qui ont été reconstruites, mais bon, j'ai pris celle de Belz parce que c'est quand même un bon exemple, va faire effectivement le lien entre un monde qui est passé et qu'on aurait pu croire mort, et en fait qui n'est pas mort, puisque finalement le lieu n'importe peu, ce qui compte c'est les gens, et ce qui compte c'est l'esprit, et donc où on a réassisté à l'implantation ailleurs, mais avec la même ferveur d'une dynastie chassidique qui est en bonne voie et qui donc est en train de fleurir. Et donc, ce lien avec le futur et avec le vrai futur va être fait parce qu'il y avait une grande légende. Il y avait une légende qui était autour de la reconstruction de cette synagogue de Belz. On disait que la synagogue, en fait, la vraie synagogue de Belz, c'était une légende qui datait de la Pologne, de la Galicie, ne serait jamais finie jusqu'à ce que le Mashiach vienne, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et quand Mashiach serait prêt à arriver, la synagogue de Belz serait transportée de Galicie en Eretz Israël. C'est ce qu'on racontait il y a 100 ans et c'est ce à quoi on est actuellement en train d'assister puisque Belz est en train de se transporter peu à peu jusque dans Ir HaKodesh, la ville sainte, la ville de Jérusalem. Alors voilà, cette escapade dans toutes les synagogues de par le monde, bien entendu, on aurait pu en prendre beaucoup plus, on aurait pu en visiter beaucoup plus et raconter beaucoup plus d'histoires, mais toutes les choses ont une fin, et c'est aujourd'hui le dernier épisode de cette série des synagogues et des hommes. Je vous remercie donc d'avoir fait avec moi tout ce voyage que j'espère a été agréable et dont j'espère vous avez tiré quelque chose et vous avez appris un petit peu toute l'histoire de ces synagogues. Je vous souhaite aussi d'en visiter une grande partie et je vous dis à bientôt.